Je pars au Japon dans quelques jours et on m'a fait subliminalement comprendre que peut-être que ce serait chouette que les piles de livres qui traînent soient ramassées avant mon départ. Bienvenue dans mon book haul. Allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et aujourd'hui je vais vous montrer tous les nouveaux objets plats et rectangulaires qui sont arrivés chez moi de plusieurs manières. Tu sais, il y en a qui apparaissent comme ça. C'est comme quand je marche dans les magasins, ils sautent dans mes mains, je peux pas faire autrement, ils me font tellement pitié, il faut que je les adopte, oui, je sais. Ça vient me chercher, tu sais, des livres orphelins, ça devrait pas exister. Bref, il y a eu quelques adoptions ces derniers mois. Je ne sais pas exactement depuis quand je ne vous ai pas fait de book haul, mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, en fait, c'est ce qui traînait. Ce qui veut dire que ça se peut qu'il y ait des livres qui sont arrivés, mais que j'avais rangés, puis que je vous présente pas. Vous voyez? Parce que oui, mes lectures sont super organisées, mais mes réceptions livresques beaucoup moins. On dirait que je suis en déni. Ça doit être ça. Ceci dit, je regarde les piles autour de moi puis je me dis que ça n'a aucun bon sens. Il faut que je fasse attention. Déjà que j'ai vraiment beaucoup diminué mes achats de livres, mes demandes de services de presse aussi. Mais dites-vous que ce que vous voyez aujourd'hui, là, c'est au moins depuis janvier puis peut-être un petit peu avant. Espérais-tu que j'essaie de me convaincre que c'est pas si pire que ça? Oh mon Dieu, je suis un apôtre de la surconsommation. J'ai honte. J'avoue que j'ai honte. Comme d'habitude, je vais essayer de structurer ma vidéo un petit mini-peu, c'est-à-dire que je vais commencer par les services de presse, ensuite je vais passer à mes achats en français, mes réceptions en anglais, la jeunesse, tout ce qui est graphique et finalement les livres qui proviennent de box littéraires. C'est surtout de la fantasy, c'est surtout du young adult, ils sont surtout très beaux et la plupart du temps, je n'ai aucune idée de quoi ça parle parce que je les ai regardés puis j'ai même pas lu. Je sais. En service de presse de chez La Mèche, j'ai reçu Congé de Cassie Bérard. C'est un très court roman, je l'ai déjà lu, je devrais vous en parler dans mon bilan de mars que je n'ai pas encore tourné parce qu'on est le 30 mars puis on n'est pas le 31 puis je vais peut-être finir un autre livre d'ici demain, donc je peux pas vous le tourner aujourd'hui. Mais je vais vous en parler avant de partir. En fait, je vais le tourner avant de partir puis je vais vous en reparler un jour peut-être. On dirait que j'ai la pensée divergente aujourd'hui, hein? Excusez. Donc, dans ce roman-là, que j'ai beaucoup aimé, nous avons une policière qui est en congé, qui décide de suivre les traces de son ex, qui est parti comme ça, sans trop lui expliquer quoi que ce soit. Il a laissé derrière lui un manuscrit parce qu'il est écrivain et il habite dans la ville de Stephen King, donc elle va partir à sa recherche. Si vous voulez un truc un peu étrange, une narration particulière, je vous le recommande, mais je vais vous en parler un peu plus dans une autre vidéo. J'ai également Ceci est mon corps de Claire Hunen, ce nom-là, et j'ai été tout de suite attirée par le résumé, parce qu'imaginez-vous que c'est l'histoire d'une femme qui entre dans la vie monastique, dans les ordres, elle devient bonne sœur, ça devrait bien aller, hein, c'est pas comme s'il y en avait trop ces temps-ci, sauf que avant, Hélène s'appelait Hervé. Donc, juste cette idée-là, une personne trans dans un monastère, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être traité, donc je suis curieuse, je devrais le lire bientôt. J'ai demandé Une reine de Judith Elmaleh suite à la vidéo coup de cœur de Sab et les livres qu'il avait vraiment beaucoup aimés. On est au Maroc, il est question de mariage forcé, deux époques, une jeune fille qui sait même pas qu'on la marie. J'ai très hâte de voir comment c'est traité. Là, je vais répéter ça tout le temps parce que si c'est des livres que j'ai demandé, c'est parce que j'ai hâte de les lire, tu sais. Logique, direz-vous. Faudrait que j'essaie de tourner mes phrases autrement d'une fois à l'autre, mais on dirait que je manque de vocabulaire. Ah, d'accord. Pas pour rien que j'écris pas, hein. J'ai également ici Rétro Love de Julie Rivard. J'aime beaucoup cette couverture-là et je veux une robe comme ça. On s'entend, c'est de la romance. J'étais pas cliente du tout au départ. D'ailleurs, quand on me l'avait proposé, j'avais dit peut-être pas pour moi. Mais j'ai tellement vu d'avis dithyrambiques, positifs, fabuleux que j'ai dit ben là, il faut que je le lise. Je l'ai lu. Je vais vous en parler dans mon bilan de mars. Mais sachez que c'est une comédie romantique. On y parle de voyage dans le temps et c'est d'ailleurs ce qui, moi, m'avait intéressé au départ. Parce que c'est Philippe Besson, j'ai demandé son dernier roman qui s'appelle Un soir d'été et en plus, il y a un thème qui m'intéresse vraiment beaucoup et j'aime les romans un peu nostalgiques de l'enfance, de l'adolescence. C'est un groupe de 5 à 6 amis, 5 garçons et une fille et pendant un été des années 80, il y en a un d'entre eux qui va disparaître. Qu'est-ce qui s'est passé, comment il a vécu ça. J'imagine que ça va être bien écrit, que ça va être introspectif. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on ait cette petite bulle magique, nostalgique de cette époque-là. Donc, nous verrons, je devrais le lire dans les prochaines semaines. Peut-être en revenant de voyage, sachant que je pars dans moins d'une semaine.
Ma dernière réception est celle dont, je crois, j'étais le plus contente. Et là, je voudrais pas insulter personne, mais c'est une de mes autrices préférées. Elle est dans mon top 5, je crois. Il s'agit de Catherine Leroux, qui nous sortait son dernier roman, Peuple de verre. Et regardez la couverture, c'est chez Alto. C'est quelque chose qui me tentait énormément. Ça parle du logement, de la pénurie de logement et voyez-vous, j'ai déjà commencé. C'est une jeune journaliste qui se retrouve de l'autre côté du miroir avec les inlogés. On est dans la science-fiction, dans l'anticipation et j'ai vraiment hâte de comparer à ce qu'a fait Kevin Lambert qui parlait aussi de la crise du logement d'une façon un peu différente. Mais à date, je suis tellement, mais tellement fan des réflexions et de la plume de Catherine Leroux. Je pense qu'elle pourrait écrire n'importe quoi et ça me plairait. J'ai super hâte de finir. C'est le roman que je vais mettre dans mon bilan du mois de mars parce que je vais le finir ce soir ou demain matin. En littérature fantasy adulte, j'ai reçu la version française de Babel de R.F. Kuang, que j'ai déjà en anglais, je pense, dans 3 versions différentes. C'était un envoi surprise. Comme vous pouvez vous imaginer, j'ai pas demandé une 3e version d'un roman, là, quand même. Je suis pas si cinglée que ça. Et il a vraiment payé à la poste, là, il est vraiment magané, mais c'est pas grave. Je vais quand même probablement en faire cadeau. Il y a des grands ados dans mon entourage à qui, je crois, ça pourrait vraiment beaucoup plaire. Ce roman-là, on l'a vu partout, j'avais beaucoup aimé ça, même si je trouvais que le propos était un peu poussé, un peu appuyé, non, pas poussé, appuyé et martelé. Et ça, moi, ça m'énerve. Mais pour le reste, là, elle aurait pu faire un chef-d'œuvre avec ça. On a un système de magie qui part des mots, ça parle du colonialisme, on a une atmosphère dark academia, et elle nous fait vraiment ressentir à quel point c'est difficile, voire même impossible pour les personnes qui ont été lésées de s'en sortir, de faire valoir leurs droits sans avoir recours à la violence. Donc, voilà, Babel, si ça vous intéresse, ça se passe à Oxford. C'est juste la mise en place, c'est cool. J'ai aussi participé à la campagne des éditions Boréal pour le nouveau recueil de Dany Laferrière qui s'appelle Un certain art de vivre, que je lis petit à petit, je grappille à date. J'aime beaucoup ça, c'est un auteur dont j'aime beaucoup la plume d'ailleurs. Donc si on regarde à l'intérieur, on a des petits textes, des fois c'est un peu plus long aussi, je sais pas si je vais vous en trouver un. Mais pour participer, il fallait se prendre en photo dans notre bain avec le livre, un peu à la manière de Dany Laferrière. J'ai fait une photo sur mon Instagram, je vais vous la mettre ici. Quelques jours après, j'ai eu le plaisir de recevoir un colis et dans celui-ci, il y avait d'autres œuvres de Dany Laferrière. Celui-là qui s'appelle L'art presque perdu de ne rien faire que j'avais déjà, mais je l'ai pas lu, bien entendu. Il est écrit que c'est une autobiographie de ses idées. Encore une fois, ce sont des courts textes de 1 ou 2 pages. Je peux vous montrer un petit peu. Et moi, c'est le genre de lecture, encore une fois, que je lis petit à petit, souvent dans mon bain d'ailleurs. Ouais, mon bain, c'est ma résidence secondaire. Mais la magnifique surprise de cet envoi, et je ne m'y attendais pas du tout, et j'étais contente. Donc, ce sont les romans dessinés de Dany Laferrière. Ici, j'ai L'exil vaut le voyage, et si je vous montre... C'est magnifique comme objet livre. J'ai un peu de difficulté de voir de quoi ou de qui ça parle parce que je vois plein de noms, plein de personnes. J'ai vu entre autres Nina Simone dont on parle ici. On parle de Hugo en exil également. Donc, je pense qu'il va traiter le thème de l'exil à travers la vie et les œuvres de certains artistes. Toujours est-il que je vais prendre le temps de m'y plonger quand je vais avoir vraiment toute ma tête parce que j'ai l'impression qu'il y a de très très belles choses à voir là-dedans. Il y avait aussi dans le paquet Sur la route avec Bachot, toujours de Dany Laferrière, qui est le premier ouvrage dessiné. Je crois que c'est moins un roman cette fois-là, parce qu'on a plus des dessins avec quand même beaucoup moins de mots. Et là, Bachot, c'est un poète japonais, donc je suis très très curieuse vu que je m'en vais au Japon. Il est donc fort possible que celui-là, je le lise et que j'en profite pour aller lire des poésies de Bachot que je ne connais pas tant que ça en fait. Mais je pense que je serais capable d'écrire son nom en caractère japonais. Ouais, j'essaie d'apprendre quelques mots de japonais avant de partir. C'est épouvantable. Je suis capable de les reconnaître, mais je suis incapable de les dessiner. Oh my god, c'est pas gagné. Et parlant de Japon, je pourrais pas être au Salon du Livre de Québec parce que justement, je vais être au Japon. Et quand j'ai dit ça à Céline, l'attachée de presse chez Interforum, j'ai reçu dans l'envoi suivant le guide Lonely Planet du Japon. Il est énorme. J'ai déjà commencé à le lire et à écrire plein de trucs dedans. Oui, je vais être en voyage organisé, j'aurai pas le choix, mais il y a plein d'histoires, il y a plein de trucs intéressants là-dedans, donc je vais partir avec ça.
tant pis pour mon épaule. Et l'autre livre, ça m'a fait dire que en revenant du Japon, j'allais vouloir y retourner parce que on a ici 100 jardins à visiter absolument au Japon. C'est aux éditions Amake. Et si vous voyez ça, là, les photos qu'il y a là-dedans, les jardins japonais, mais ça a tellement l'air beau, là. Où ça? Regardez comment c'est beau. Bref, je l'ai lu déjà et maintenant je sais que je visiterai pas tous ces jardins-là, donc il faut que j'y retourne. Ouais. Allons-y maintenant avec quelques achats en littérature adulte ou presque adulte. J'ai ici À Couteux de Soleil Launière que j'ai pris au Salon du livre de l'Outaouais. Il me semble que j'avais acheté un autre livre. Ouais, mais je le trouve plus, c'était chez Hashtag. Ok, il est où? C'est un problème. Donc, ici, il s'agit de Poésie engagée. C'est une artiste de Mashtoyats. Et là, je sais pas si j'ai mêlé le ch et le s dedans. Je sais jamais comment le prononcer. C'est mal, encore une fois. Ce sont donc des poèmes. J'en ai lu quelques-uns, j'en ai écouté quelques autres. À date, j'aime beaucoup. Et au Salon du livre, moi, je savais pas c'était qui Soleil Launière, mais c'est une artiste multidisciplinaire. Et là, elle va être au Festival d'été de Québec. Moi, je dis, ah oui, vous êtes... Ah, ok, oui, oui, j'ai vraiment un l'arconne, là, vraiment. Un cadeau à moi de moi, les 4 derniers tomes de la série Anne, la maison au pignon vert, chez Monsieur Toussaint Louverture, Anne of Green Gables. Donc, j'ai ici Anne dans sa maison de rêve. Dans ma collection à moi, là, il était vert, fait que je le reconnais pas. Anne d'Ingleside, il y avait du jaune, donc ici ça va. La vallée arc-en-ciel, et cette couverture-là est parfaite pour aller avec le propos du roman. Et finalement, mon préféré, Rilla of Ingleside, Rilla Marilla qu'ils l'ont appelé ici, qui raconte l'histoire d'une des filles d'Anne. J'ai braillé ma vie dans ce roman-là, c'est fou. Il fait partie du top 5 des romans qui m'a fait le plus pleurer quand je l'ai lu ado. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, Anne, j'ai grandi avec ces histoires-là. J'ai lu les 3 premiers en français quand j'étais toute petite. Je me prenais pour Anne, en fait. Et j'ai lu les tomes 4, 5, 6, 7, 8 en anglais au début de mon secondaire parce qu'ils ne sont sortis en français qu'ici que pendant mon secondaire. Donc, ceux-ci, je devrais être capable de les lire dans la nouvelle traduction. Parce que, veux pas, le public est surtout français. Il y a des expressions qui sont plus françaises par rapport à ce qui était fait avant. Par contre, les 3 premiers, là, je les savais par cœur. Je suis incapable de lire la nouvelle traduction. Ils sont très, très beaux. Je les voulais tous parce que je trouve que ces livres-là, je les ai dans 25 éditions au moins. J'exagère à peine, là. C'est pas une joke. Et j'en voulais au moins une jolie en français. Puis là, je regarde ici la partie que je sais le plus par cœur et c'est bon, ça passe. Je devrais être capable de le lire en français. Pour ceux qui savent, c'est la lettre de Walter. Allons-y maintenant avec tout ce qui est jeunesse en français. On a donc ici La cage, l'empoisonneuse, c'est de Hervé Gagnon. C'est un auteur que j'aime bien lire dans ces trucs historiques comme ça. C'est un auteur de ma région. Il a grandi vraiment juste à côté de là où j'ai habité pendant 20 ans. Tu sais, la maison qui est tombée dans le trou, il restait juste à côté de là. Et on a ici un policier qui essaie d'attraper une empoisonneuse, mais il essaie aussi de protéger un petit garçon de sa propre mère. Et on a une cage ici. Et je vous avoue que ce qui m'a tenté, c'est que ça m'a fait penser à l'histoire de la Corriveau à cause de la cage. Et c'est ça qui m'a fait craquer pour ce roman-là. Je devrais le lire quand même bientôt, c'est écrit hyper gros, donc ça devrait aller. On continue avec le tome 3 des Mémoires de la forêt. C'est une petite série bonbons doudou que je me garde pour les moments où vraiment j'ai besoin là, de quelque chose qui je sais va me plaire et qui va me faire chaud au cœur, mais qui va me faire de la peine en même temps. J'aurais voulu le lire pour Noël, je l'ai reçu un petit peu après, mais je vais le lire même si ça parle de Noël, j'ai aucun problème avec ça. Donc là-dedans, on rencontre Bartholomé, le neveu de Cornelius Renard que nous avions rencontré pendant les tomes précédents. Je pense que c'était dans le 2e. Ici, ses parents sont partis lui trouver un cadeau de Yule, mais ils ne reviennent pas, donc ils embarquent dans un train à vapeur à leur recherche. Il y a encore une fois de très très belles illustrations de Sanoé. Gardez une autre et c'est vraiment un petit plus qui fait que je lis ces romans avec un plaisir tout particulier. Ici, on a La plus grande de Davide Morosinotto, qui est un auteur italien dont j'avais adoré le catalogue. Ah, je me rappelle pas, il y a 2 noms. J'avais tellement aimé ce récit d'aventure-là que quand j'ai vu qu'on avait ça, je dis oui, il me faut ce roman-là. Il se passe au 18e siècle en Chine et c'est inspiré de l'histoire de Qingxi, que je ne connaissais pas, mais c'est l'histoire d'une jeune orpheline qui va être initiée aux arts du combat et elle va finir pirate. Non, mais c'est-tu pas assez intéressant? Et avec cet auteur-là, je suis comme pas mal certaine que ça va être à la fois bien écrit et plein de rebondissements palpitants, donc ouais. Maintenant, on switch de langue et on s'en va en anglais. On va commencer par quelques livres que j'ai déjà lus, mais que je n'avais pas en version papier ou que j'avais pas assez dans une belle version papier.
Donc, dans ce livre-là, on retrouve les 3 premiers tomes des Wayward Children de Shannon McGuire. Je les ai lus toutes les 3, je les ai beaucoup aimés toutes les 3 et je trouvais les portes très très belles et ils étaient en spécial. Donc, ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire d'un institut très très particulier parce qu'il reçoit les enfants qui, un jour dans leur vie, ont rencontré une porte qui les amenait vers un monde imaginaire et qui ont de la difficulté à revenir à la vie normale. Sérieusement, ça a l'air simple comme ça, mais ça explore plein de thèmes. Ça explore le passage à l'âge adulte. J'adore cette série-là. Et dans l'autre version, elle est vraiment plus belle, mais celle-là, les portes étaient quand même jolies. Puis, j'ai pas le premier. En fait, j'avais pas le premier parce que maintenant, je l'ai. Ensuite, un roman dont je vous ai déjà parlé, Finley Donovan is Killing It de Ellie Cosimano. J'ai les tomes 2 et 3, mais j'avais pas le premier, donc il me le fallait pour que ça fitte avec les autres. Puis là, je cache comme ça là, parce qu'il y a une étiquette de prix que j'ai pas pris le temps d'enlever avant et c'est pas joli. Voilà. C'est une des histoires qui m'a fait le plus rire. Il a été traduit en français. C'est l'histoire d'une autrice qui se ramasse à être engagée comme tueuse à gages alors qu'elle n'en demandait pas tant. Mais imaginez-vous que le gars va mourir. Fait que c'est ça. C'est du grand n'importe quoi. Moi, plus ce genre de truc-là est weird, plus j'aime, donc j'avais beaucoup aimé ça. On continue avec un roman qui était un coup de cœur pour moi et que je n'avais pas. Il s'agit de This is How You Lose a Time War de Amal El-Mottar et de Max Gladstone. C'est une histoire d'amour à travers les âges et le temps. Je pense que je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les voyages dans le temps d'ailleurs, que vous pouvez aller voir. En fait, elle va être là. Mais c'est une histoire d'amour entre 2 agentes de camps ennemis qui se voient jamais, mais qui se laissent des messages dans l'espace et le temps. Et c'est beau, et j'avais adoré ça. Ensuite, Souvenirs de jeunesse, mais comment résister à une édition illustrée de The Princess Bride? Comment on fait? Et là, je vais vous épargner mon imitation de Inigo Montoya, ça fait déjà plusieurs fois que je la fais. Si on regarde à l'intérieur, on a des illustrations. Vous voyez, derrière ici, c'est lui, c'est Inigo, c'est mon préféré. Et c'est l'histoire de la princesse Bouton d'Or ou Buttercup, qui est amoureuse d'un garçon d'écurie, mais un jour, il va disparaître et elle va l'attendre, mais il va revenir et il va être quand même différent. En fait, n'importe qui l'aurait reconnu, mais pas elle. Et c'est ces aventures-là qui sont racontées là-dedans, avec une mise en abîme qui est quand même assez cool. C'est une histoire que j'adore. Je trouve ça tellement ridicule avec les énigmes stupides. On est tout près de l'absurde et j'aime l'absurde. Je sais pas si vous avez remarqué, l'absurde et le bizarre, c'est ma came. Ça me plaît. Ensuite, un recueil de nouvelles qui s'appelle How High We Go in the Dark de Sequoia Nagamatsu. Je vous ai pas déjà parlé de ça. Il me semble que j'ai déjà fucké pour prononcer ce titre-là en vidéo. C'est un auteur américain d'ascendance japonaise et il paraît que c'est extrêmement weird et extrêmement malaisant comme texte. Au pluriel, texte. Selon ce qui est écrit derrière, ça parle de résilience humaine et des liens qui nous lient les uns aux autres dans ce vaste univers, donc pourquoi pas? Je pense que c'est Mamaki qui avait aimé ça, me semble. J'ai ici A House Without Windows, c'est de Nadia Hashimi, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Elle habite aux États-Unis, elle est née en Afghanistan et cette histoire-là se passe dans un village afghan. C'est une bonne mère de famille et un jour, on va la retrouver couverte de sang à côté du cadavre de son mari dans sa cour. Elle va aller en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a l'air qu'elle va rencontrer des gens, mais l'Afghanistan, c'est un pays qui m'intrigue. Il y avait tellement de splendeur à cet endroit-là et c'est ça, je suis très intriguée parce que je suis consciente que je dois probablement avoir des préjugés, donc j'essaie de lire pour les écraboutir. J'ai aussi le premier roman de Brit Bennett qui s'appelle The Mothers et j'avais adoré son deuxième roman que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelle The Vanishing Half. C'est quoi en français? Ah, sérieux, je pense que je fais de l'Alzheimer précoce. Je perds la mémoire ces temps-ci, là, ça n'a pas de bon sens. Mais bon, ici, ça semble être l'histoire d'une jeune fille qui a une aventure et il y a un secret qui va résulter de cette aventure. On se doute c'est quoi? Elle était en deuil de sa maman. Bref, il y a plein de choses qui ne seront pas dites et on va voir ce personnage-là grandir et voir l'impact que ça a eu sur leur vie. Comme je vous dis, j'avais adoré la voix de l'autrice dans son autre roman et les thèmes dont elle traite sont toujours intéressants. Dans The Vanishing Half, ça parlait du white passing. Ici, je sais pas du tout, mais bon, on s'en doute. Je suis donc très curieuse de lire ce roman-là.
Ici, j'ai Mary and the Birth of Frankenstein. Est-ce que vous avez vraiment besoin que je vous explique pourquoi? Si vous me suivez depuis un an et demi, là, c'est comme Frankenstein, j'ai tripé sur ce roman-là lors de ma relecture et j'ai lu à peu près tout ce qu'il y avait de dérivé. Et ici, ça semblerait être une biographie romancée de Mary Shelley à l'époque où elle écrivait Frankenstein, mais il y a une époque après. Je sais pas si c'est une histoire qui est vraie, je sais pas si ça a été romancé, mais vous pouvez vous imaginer que je suis curieuse. Ensuite, un Cozy Mystery / romance, et ça, c'est la faute à Kayla de Books and Lala. Elle avait adoré cette histoire-là parce qu'elle disait que c'était complètement loufoque, complètement grand n'importe quoi. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme, elle, sa famille, est dans l'industrie du mariage, genre, ils organisent des mariages. Sauf que, imaginez-vous qu'elle va accidentellement tuer son blind date et que sa mère va appeler ses tantes qui sont vraiment un peu cinglé et que ça va être très très drôle et qu'il y a un de ses amis d'enfance ou un de ses crushs d'enfance qui revient. Ça peut faire pour un bon moment de lecture sans prise de tête. Bon, ce roman-là ici vient d'une box, mais comme je sais de quoi il s'agit, je vais vous en parler maintenant. Il s'agit du tome 0.5, je crois, de Legends and Lattes de Travis Baldree, ou 1.5? Ouais, 0.5, c'est 20 ans avant Legends and Lattes. Et cette fois-là, on va voir Viv, notre personnage principal, qui est blessé et qui va devoir reprendre des forces, et j'imagine qu'elle va débarquer dans une petite librairie. On a cette couverture-là, qui est shiny, et à l'intérieur, on a la couverture qu'on voit sur le paperback régulier. Moi, j'ai fait partie de celles qui n'avaient seulement que bien aimé Legends and Lattes, mais ils sont beaux, puis il faut qu'ils aillent ensemble, puis c'est ça, j'ai la collectionnite, moi. J'ai ici un tome 2, celui de Legendborn, que j'avais lu il y a quelques mois. En fait, l'année dernière, j'avais beaucoup aimé ce premier tome-là, qui parlait d'une étudiante noire dans une université qui va être un peu initiée à une société secrète. Et c'est du jeune adulte, et c'est un mix de l'histoire des Chevaliers de la Table Ronde avec l'histoire des Noirs aux États-Unis. Donc, ce mix-là, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, en particulier la partie sur l'histoire des Noirs, ainsi que sur leur légende, leur folklore, leur tradition. Bref, j'avais bien aimé ce roman-là, je veux lire la suite. Ah, lui, j'ai oublié de vous le montrer tantôt. Une jolie édition de Dracula, parce que la couverture, elle est belle. Et non, je vous dis pas combien d'éditions de Dracula, j'ai déjà. Ah! J'ai finalement trouvé en papier ce roman-là que je voulais depuis longtemps. C'est de Zoraida Cordova et c'est The Inheritance of Orquídea Divina. Et ça, c'est une histoire qui, bien entendu, va être pleine de réalisme magique. Pourquoi je dis bien entendu? En tout cas, il va y avoir du réalisme magique là-dedans. C'est une famille très particulière qui se pose pas de questions. Genre, leur frigidaire est toujours plein, mais ils comprennent pas trop pourquoi. Et en plus de ça, la matriarche ne sort jamais de la maison. Un jour, ils vont recevoir une invitation pour aller aux funérailles de Orquídea Divina et ben ils espèrent avoir leur héritage. Sauf que quand ils vont arriver, le personnage est devenu un arbre, ils en savent toujours pas plus sur leurs origines et ils semblent avoir de mystérieux dons. Bref, ils vont décider de partir à la recherche de leur histoire familiale, mais ils semblent avoir quelqu'un qui rôde et qui les guette. Vous pouvez vous imaginer que ça me tente, il y a du réalisme magique, je l'ai mis dans mon Shiny Spring Challenge et nous verrons si je vais le lire. Ici, j'ai également A Passage to India de E.M. Forster, qui est un auteur dont j'ai presque tout lu, je crois que c'est le seul que je n'ai pas lu de lui. Mon préféré reste Maurice, un roman gay que j'ai trouvé fabuleux, et celui-là, ça nous amène en Inde à l'époque coloniale avec toutes les tensions raciales que ça peut impliquer. C'est un roman qui a été écrit en 1924. Donc, c'est sûr que la vision du colonialisme va être différente, mais je trouve ça intéressant de lire ce qui se disait à l'époque, la façon dont les gens pensaient à l'époque. Et en plus, le regard de Forster, ça peut être intéressant également. Donc, nous verrons. Il paraît qu'il y a eu un film à partir de ce roman-là. Je l'ai pas vu parce que je voulais lire le livre avant, mais c'est sûr que c'est un roman que je vais lire. C'est un des nouveaux classiques de romans vintage qui peuvent me plaire. Dernier roman avant de passer au graphique et à ce que j'ai reçu dans des box, j'ai donc ici Brothers de Yu Hua. Je l'avais pris pour mon Cold Winter Challenge, là où il était question de famille. Je l'ai pas trouvé avant, donc je l'ai pas lu. Mais quand j'ai vu de quoi ça parlait, c'est une épopée en Chine qui va durer 40 ans, à partir de la révolution culturelle jusqu'à l'hypermatérialisme d'aujourd'hui, parce que quand on va en Chine, là, c'est surprenant. Moi, je suis allée il y a 12 ans peut-être, 11-12 ans, et c'était déjà quelque chose. On parle d'humour noir et de satire de la société chinoise qui s'en va, mais complètement à la dérive. On a deux demi-frères
hyper différents. Un qui est du genre bon à rien et l'autre qui est quand même très sensible, c'est un libraire. Et ils se sont dit, nous allons rester des frères, peu importe ce qui arrive. Sauf qu'il va arriver bien des affaires et ça sera pas si évident que ça. On me l'a recommandé à plusieurs reprises, donc je suis curieuse, même s'il est un peu long. Non, pas si pire, pas si pire. 600 pages, ça va encore. Je pense que je vais me le garder pour Lisons l'Asie. On y va avec les graphiques. J'ai donc reçu les tomes 1, 3, 4 et 6 du Chef de Nobugana. C'est mon ami Sylvain Desmentis qui m'avait proposé ce titre-là pour le Shiny Spring Challenge. En effet, ça peut vraiment me plaire. C'est l'histoire d'un chef cuisinier de notre temps qui va être déplacé dans le Japon du 16e siècle. C'est l'époque Sengoku, c'est l'époque des pays en guerre et Nobugana qui est le chef suprême. C'est qui Nobugana? Le gouverneur féodal va décider d'en faire de force son chef personnel. Et j'imagine que c'est de ça que cette série va parler. Je sais pas il y a combien de tomes, mais j'en ai quelques-uns. Je vais lire ceux que j'ai. Je vais sûrement trouver les autres à la bibliothèque par la suite, si j'aime ça. Ensuite, un très très bel ouvrage que j'ai reçu des éditions Place des Victoires. C'est un artbook, un livre d'art et ici ça parle d'art nouveau. Donc si au départ on a une introduction en plusieurs langues ainsi que quelques informations, c'est vraiment surtout un livre d'art, c'est-à-dire que ce sont des photos, des images avec des petites explications et ça parle de l'art nouveau à travers différents médias. Donc on a de l'art pictural, on a de l'architecture, on a du mobilier, il y a Gaudi là-dedans. Moi des livres d'art, je ne me lasse pas, je les regarde une fois de temps en temps et ça me fait toujours plaisir. Donc, j'étais ravie de cet ouvrage-là. Monica de Daniel Klaus qui a gagné le prix à Angoulême. Moi, je vous en ai parlé dans ma vidéo bilan du mois de février. En fait, je pense qu'il me manquait des références pour bien comprendre. J'aurais pu apprécier l'histoire du personnage principal, mais il y avait tout un tas de trucs un peu fantastiques. J'imagine qu'il y a un sens, qu'il y a des références là-dedans, mais moi, je les connaissais pas. Fait que je me suis sentie un petit peu conne. Fait que c'était moins pour moi, mais vous irez voir ma review si ça vous intéresse. Ensuite, le tome 7 de Black Sad, dont je vous ai parlé cette fois-là en janvier, parce que dès que je l'ai reçu, j'ai relu le tome 6 parce que c'est un diptyque, et j'ai lu le tome 7 dans la foulée. C'est notre chat enquêteur, ça a une atmosphère roman noir, et si on regarde le type de graphique, chaque case est une œuvre d'art, j'aime d'amour. J'ai aussi les tomes 4 et 5 des Sœurs Grémillet. J'ai beaucoup aimé les 3 premiers tomes et les illustrations sont tellement belles. C'est de la jeunesse, je les garde pour les lire avec ma nièce. Les 3 premiers, on suivait une sœur en particulier et là, j'ai hâte de voir comment ça va virer. Je vais perdre celui-là. Je vais l'attraper avant de me péter un doigt. Ce sont donc souvent des petites enquêtes et je vous montre le style d'illustration. Dans ce tome 4-là, il semble s'agir d'une chasse au trésor et le tome 5 qui est ici. On va y arriver. Ça semble être une histoire de Noël. Chacune reçoit une allumette qui peut lui permettre de réaliser un souhait. Mais est-ce que la magie existe même quand il y a une licorne qui se balade dans les rues? Nous verrons. Alors, vous voyez, ambiance noëlesque très très réussie. Un album de Marion Montaigne, Nos mondes perdus, où elle s'intéresse cette fois-ci aux dinosaures. C'est celle qu'elle avait fait dans la combi de Thomas Pesquet. C'est un gros roman graphique entre histoire et non-fiction, je crois, parce qu'elle va vraiment s'interroger sur les dinosaures. En fait, on les a recréés à partir des os qu'on a trouvés. Est-ce qu'ils ressemblaient vraiment à ça? Et pourquoi l'humanité est-elle si intéressée à connaître leur histoire? Et tout ça, mais ça va lui permettre d'explorer le rapport que l'être humain entretient avec ses origines et toute l'angoisse existentielle qui peut en découler. Si je vous montre des planches, ça peut ressembler à ça ici. Je vais me cacher derrière, tiens. Comme un poisson hors de l'eau de Saint-Jean, c'est chez Dargaud, c'est le récit illustré, le reportage d'une expédition. C'est-à-dire qu'en 2013, il y a des aquariologistes qui ont découvert un poisson qui croyait disparu, un poisson qui vient de Madagascar, et quelques années plus tard, ils vont organiser une expédition pour essayer de préserver son habitat. Et le BDiste, d'après ce qui est écrit derrière, va décider de les suivre. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, j'espère voir de beaux paysages malgaches, mais si j'ouvre, ça peut ressembler à ça. Maintenant, dernière partie, les livres qui sortent des box. Ils sont magnifiques, mais je n'ai aucune idée de quoi ça parle. On va y aller vite parce que même moi, je suis tannée de m'entendre parler. Donc, j'ai reçu ici dans une Fairy Loot The City of Stardust de Georgia Summers, qui est un très beau livre. Et si on regarde ici, le jaspage est magnifique et c'est écrit Curses are made to be broken. Maintenant,
de qu'est-ce que ça parle? Il semblerait que ce soit une famille qui soit liée par une malédiction. Tout le monde part et disparaisse. Et il y a une ennemie qui s'appelle Penelope, qui a un assistant qui s'appelle Alexander. Et notre personnage principal s'appelle Violette. Sa mère est disparue et elle doit partir à sa recherche. Et je pense qu'elle va croiser le Alexander auquel elle ne devrait pas se fier. Donc j'imagine Enemies to Lovers, ça ressemble à ça. Le hardback est assez ordinaire et à l'intérieur... des bonhommes, of course, des bonhommes. J'ai ici A Fragile Enchantment de Alison Saft. Si vous saviez à quel point je trouve ce livre laid, là, ça ici c'est beau. J'espère que j'ai beau, mais ça, quelle idée! Mais pourquoi ils mettent des gros personnages comme ça sur la couverture? Mais pourquoi? Peut-être moins pire en dedans. Je vais checker en dedans. Ah non, ils sont encore dedans. Si j'enlève, par contre, ça, c'est très, très joli. Ça me plaît beaucoup plus. C'est l'histoire d'une couturière qui va être amenée à faire les vêtements du prince. Sauf qu'il y a un truc magique là-dedans qui fait qu'elle y laisse sentiments et émotions, donc il y a une genre de malédiction. Et là, je pense que le prince, c'est un personnage hautain et désagréable, mais je pense qu'ils vont s'entendre. Et là... au malheur, quelqu'un le réalise et menace de faire éclater un scandale. Comme ça, il est beau. Comme ça, il est vrai. Mais pourquoi ils n'ont pas mis ça? Ça, c'est beau! De chez Fairyloot, A Fate Inked in Blood de Daniel L. Jensen. Je vous montre le jaspage parce que c'est ça que je trouve le plus beau de ces livres-là. Je suis horrible. Donc, Born in Fire, chosen by the gods, it was foretold she would unite a nation, but unfated weave their own destiny. Even if what they want is forbidden, all she wanted was him. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Si j'enlève la couverture, le roman est tout blanc. Il n'y a même pas de titre. Je me demande si c'est normal. C'est bien bizarre. Je vais checker sur le site. Et à l'intérieur, on a les personnages comme ça. Chez Fairyloot, nous avons The Crimson Moth de Kristen Ciccarelli. Il me semble que j'ai déjà vu ça, ce nom-là. Elle a déjà écrit quelque chose d'autre, probablement. Donc, voyez-vous, là, il y a un personnage, mais c'est pas horrible. C'est quand même beau. Et l'intérieur, c'est quand même joli, là. Ça, c'est très, très beau. Et voilà l'intérieur du livre. Le jaspage, quant à lui, ressemble à ça. On a un papillon de nuit. C'est très, très joli. C'est rose en plus. Encore une fois, il semble y avoir le trope Enemies to Lovers. Et c'est l'histoire d'une jeune sorcière qui était toute puissante. Et un jour, les sorcières passent de top de la société à paria et elle doit se cacher. Sauf que la nuit, elle essaye de protéger ses semblables et pour que les chasseurs de sorcières ne la cherchent pas trop, elle décide de courtiser un célèbre chasseur de sorcières qui s'appelle Gideon Sharp. Ça, c'est clair qu'elle va tomber en amour avec, là, c'est sûr. Allons-y avec All Crate, que je vais arrêter, je vous avoue, parce que les livres, je les trouve même pas si tant beaux que ça. En fait, j'ai pas regardé ceux-là, mais les dernières fois, je les trouvais moins beaux, donc ça se pourrait que je les arrête. Le jaspage est soit inexistant ou soit juste d'une couleur. Je suis futile, je sais. Ici, j'ai The Longest Autumn de Amy Avery et c'est l'histoire d'une humaine qui est choisie pour s'occuper du tournant des saisons dans le monde. Sauf que là, cette année-là, le miroir va éclater et l'automne va s'échapper. Ça va être un automne éternel. Il doit y avoir un mec là-dedans. Attends. Ouais, il y a un mec. Un allié ou un ennemi, on le sait pas. Cydriel qui va la lancer dans un monde de mystère, d'espionnage et de trahison. L'intérieur, par contre, c'est quand même joli. Ça paraît-tu que ça me tente pas tant? Ouais, ça me tente pas tant. Et vous ne le croirez pas, mais le dernier de ce book haul, c'est Bride de Ali Hazelwood ou Ailey, comment on dit, je le sais pas. Je pense que c'est une histoire d'amour, tu sais, je pense que c'est ça. Donc, encore une fois, couverture que je trouve, ma foi, fort moche. Le hardback, quant à lui, il est quand même joli. C'est pour ça que je garde All Crate, parce que des fois, les hardbacks sont vraiment beaux à l'intérieur. Oh mon Dieu! Ah, wesh! Yuck! Wesh! Tu sais, j'ai pas besoin de voir une fille les jupes en l'air, moi. Oh! Donc, cette autrice-là, c'est celle qui a écrit The Love Hypothesis. Et ici, une mariée vampire et un marié loup-garou. Romance paranormale. On est-tu revenu aux années 2010? Écoutez, mariage de raison, j'imagine qu'il va tomber en amour et que ça va être très très hot. D'après ce que je vois à l'intérieur. Ça m'intéresse très moyen, j'avoue. Ça semble être le mot d'ordre pour ces romans-là. C'est gênant. Alors voilà, c'est la fin de ce book haul. C'était éternel. Ça veut dire qu'il faudrait que j'en fasse plus souvent ou que j'achète moins de livres. Un des deux. Je pense que je vais en faire plus souvent. Si vous êtes encore là après tout ce temps, mettez-moi un petit emoji qui fait japonais vu que je m'en vais
au Japon. Si vous voulez m'encourager, me faire plaisir, vous pouvez liker la vidéo ou soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Avant, je postais toutes les semaines, mais là, je suis rendue plus aux 2 semaines, question d'avoir une vie à côté de YouTube. Donc, sur ce, dites-moi, est-ce que là-dedans, il y a des choses qui vous tentent? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez lues, aimées, détestées, pas aimées? N'hésitez pas à avoir des avis contraires à moi. J'adore discuter de lecture. C'est pour ça que je suis là. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonne lecture et à la prochaine!